De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite des débats d'un regard croisé de ce jour. Un dernier tour de table sur la France avec cette mobilisation, cette cagnotte pour soutenir la famille, le policier meurtrier qui fait débat aujourd'hui. Justin Anani, je parlais de la comparaison entre les fonds mobilisés, 400 000 jusqu'à hier mardi pour soutenir la famille de Naël et 1,6 million pour soutenir le policier et sa famille. Oui, je pense que en termes de comparaison, peut-être qu'on trouvera toujours à dire, parce qu'on ne peut pas comprendre que lorsqu'on lance un appel de fonds, c'est la victime qui récolte moins de fonds et que l'assassin a plus de fonds récoltés par rapport à la victime. Quand vous analysez, vous n'allez pas comprendre. Mais à mon sens, je pense que ça relance fondamentalement le débat sur les fondamentaux que la France avait, surtout en matière de démocratie, en matière de la liberté, en matière de respect des droits de l'homme, en matière même du respect de la dignité humaine. Progressivement, j'ai l'impression que la France s'éloigne vis-à-vis de ses fondamentaux, vis-à-vis de tout ce qui est État qui donne la puissance à la France de par le passé. Parce que lorsqu'on parle du racisme, il y a un certain nombre de pays au niveau de l'Occident qui sont connus pour ça. On peut les citer facilement. Mais ce qui se passe depuis un bon moment, depuis quelques années, et avec les émeutes, avec la volonté d'en découdre, on a vu comment est-ce que ce professeur Paty a été assassiné. Et tant d'autres éléments, quand vous allez les analyser, vous allez comprendre que progressivement, la France s'éloigne des fondamentaux. Donc il va falloir que les dirigeants français reprennent conscience et faire en sorte que l'imposition même du respect de l'être humain soit quand même de mise. Que vous êtes africain ou vous êtes arabe ou que vous êtes indien, et que tout cela soit respecté. Il est bien vrai que quand vous prenez d'autres continents, notamment les États-Unis d'Amérique, et ce combat-là est mené depuis des décennies. Récemment, on a vu encore l'assassinat de George Floyd. Oui. Et j'apprends également sur une chaîne ce matin que malheureusement, un Togolais a été assassiné. Je ne connais pas encore les circonstances, mais toujours est-il que c'est un Noir qui a été assassiné. Dans les pays arabes, vous voyez ce qui se passe au niveau de ces pays-là, notamment en dehors du Maroc ou de la Libye, ça c'est sur le continent, mais je prends au niveau des pays du Golfe surtout. Le Qatar, donc, le Qatar, voilà, Koweït, Arabie Saoudite et autres. Donc, l'être humain, surtout la race noire, n'est pas respecté. Et cela est dû à quoi, selon vous? Non, ça voudrait dire tout simplement que depuis toujours, la race noire est considérée comme la race diminuée, la race faible. Quand on parle de l'esclavage qui s'est passé durant je sais pas, des centaines d'années, oui. Donc 400 ans c'est beaucoup, donc c'est l'Afrique qui a été victime. Ce sont les Africains qui ont été victimes. Et ça c'est parce que l'Africain a voulu que son frère africain soit quand même vendu. Donc il y a autant de paramètres. Et lorsque vous analysez également ce qui se passe au niveau de ces pays-là, les comportements même des Africains vis-à-vis des Africains, et le comportement des Africains vis-à-vis de l'occidental ou de l'européen, il y a quand même matière à discuter. Donc, je pense qu'au-delà même de ce qui se passe aujourd'hui en France, quand vous allez aujourd'hui en Espagne, on ne vous dira pas que le racisme n'y est pas. Sur le terrain de football, vous avez vu ce que Vinicius a subi la fois dernière. Donc, il y a autant d'éléments qui, à mon sens, relancent véritablement le débat. Quand on nous dit que bon, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus du racisme, et que les thèses fondamentaux sont là, les éléments contenus dans ces thèses-là sont là, et qu'on amène les États à les respecter, et que ces pays-là qui sont considérés comme des pays développés n'arrivent pas à les respecter, et qu'on peut assassiner, tuer, et à vil prix comme ça, moi je pense que ça relance le débat non seulement au niveau de la France, même pourquoi pas au niveau même des Nations Unies, qui peut véritablement poser le problème et voir dans quel sens il faut essayer d'aider la race noire qui se retrouve. Et je finis en disant tout ceci en accablant également les dirigeants africains. Nos chefs d'État qui n'arrivent pas à poser les bases réelles du développement du continent africain, malgré tout ce que nous avons comme des ressources, et qu'aujourd'hui, il faut aller de l'autre côté pour s'affirmer. D'autres sont poursuivis dans leur pays, parce que, bon, peut-être que vous êtes journaliste, vous avez écrit. Le cas de notre confrère Ferdinand Ité est là, quand on venait de décerner le prix. Est-ce que c'est un prix de félicitations ou un prix, à mon sens, peut-être, à mon avis, qui doit interroger les dirigeants à faire en sorte que les Togolais puissent quand même vivre chez eux. Donc, c'est autant d'éléments qui relancent aujourd'hui le débat. Qu'est-ce que l'Africain doit devenir à la suite? Je pense que la balle est dans le camp de tout le monde.
Merci beaucoup, Justin Nani. Un dernier mot, Gabin? Oui, sur la ligne, il y a certaines personnes qui disaient que bon, la cagnotte, c'était pour aider le policier meurtrier à pouvoir payer son avocat. Sauf que dans cette circonstance-là, il était dans cette profession, dans l'exercice de cette profession. Donc, du coup, le ministère public va se charger de payer son avocat. Donc, c'est un gros mensonge. Maintenant, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit en France. Hein. Il y a eu déjà le cas de Ziad Bena et de Traoré qui était mort à 2005, tué par des policiers. Aucun des policiers n'avait été puni pour ce genre de situation. On n'avait pas les vidéos comme on l'a pour oui, il n'y avait pas de vidéos, mais on avait reconnu vraiment les tueurs. C'était vraiment des assassins qui n'ont pas été punis jusqu'à ce jour. Donc, ce n'est pas la première fois. Il y avait eu le cas d'Annecy, je viens de le dire. Donc, c'est un cas répétitif. Et aujourd'hui, ça montre à suffisance que bon, la France est dans une posture où les gens ne veulent pas voir d'autres nationalités, que ce soit les Arabes ou bien les Africains de peau noire. Donc c'est assez exponentiel. Je vais le rappeler en disant la mort de notre sœur Fortune Colagbe, qui a causé aussi la mort de sa maman par la suite. Hein. Donc vraiment, c'est une situation assez compliquée aujourd'hui. Il va falloir qu'on réfléchisse et surtout, moi, le message que je peux porter à nos frères qui sont de l'autre côté de la France et même dans les pays occidentaux et même des pays du Golfe, c'est de se protéger assez et d'être vraiment très prudent. Merci beaucoup, Gabin. Un dernier mot, Samir, avant qu'on aborde le sujet sur le site. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que tous ces événements qui surviennent dans ces pays-là ne remettent pas en cause que ces pays-là sont toujours des pays où on peut aller se faire former si on le veut, on peut aller travailler également si on le veut. Cela ne remet pas aussi en cause l'autorité qui est en place dans ces pays-là. Comme je l'ai dit, dans tous les pays, il y a ces défaillances-là, il y a ces brebis-là égarées qui essaient de polluer l'image des différentes actions de l'autorité en place. Mais ce que moi j'ai toujours reproché, c'est que ce à quoi on nous a toujours tenté, on a toujours tenté de nous dire que ce sont des exemples, c'est pour dire aujourd'hui que ces pays-là ne sont pas des exemples en termes de respect des droits humains, en termes de démocratie, en termes d'état de droit. Ces pays-là ne constituent plus des modèles. Il y a des événements qui sont survenus et mes chers amis ici sur le plateau ont donné quelques éléments là qui démontrent à suffisance que aujourd'hui nos pays font plus d'efforts dans ce sens-là. Vous savez, quand vous prenez le Togo, il y a eu assez de réformes qui ont permis d'avoir aujourd'hui une police performante, une police qui est encadrée dans son intervention sur le terrain avec des instruments qui ont été mis en place pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de bavures policières comme on le voit dans ces pays qui ont plus de moyens, il faut le rappeler. Les États-Unis, la France, ils ont plus de moyens pour vérifier véritablement. Et j'avais suivi entre-temps qu'il y a même certains pays qui ont mis en place des mécanismes pour surveiller l'intervention des policiers sur le terrain. Donc il y a des caméras qui ont été intégrées à ces personnes-là qui interviennent beaucoup plus sur le terrain. Il y a eu beaucoup de débats pour dire que cela est contraire à un principe des droits humains et que cela a dû être retiré. Donc ils ont plus de moyens pour veiller à ce que ce genre d'actes auxquels nous assistons ne surviennent pas, mais malheureusement ils n'en font pas assez, peut-être par manque de volonté. Donc aujourd'hui ça nous donne encore de certitude pour dire que ces gens-là, ces occidentaux-là, ces pays-là comme la France n'ont pas de leçons à donner à nos pays africains en termes de respect des droits humains, en termes de professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité. Plutôt, ils ont intérêt à venir chez nous pour apprendre davantage et à éviter à ce que ces choses-là ne se fassent. Non, c'est trop dit, il ne faut pas exagérer. Non, peut-être une minute, je ne partage pas forcément son analyse. Parce que ce qui se passe là, il peut y avoir des brebis galeuses dans la danse. Malheureusement, c'est le constat qui est fait. On ne peut pas comparer tout ce que la France comme capacité aujourd'hui par rapport à un certain nombre de pays africains. Et le constat qui est fait, on peut estimer que c'est au niveau de la société. Donc, un agent de sécurité s'est permis de tirer sur un gamin. Bon, pour quelle raison évoquée, ça ne colle pas très bien. Donc, c'est une bavure policière. Et peut-être que ça peut s'observer dans les autres pays, peut-être à l'instar du Togo. Mais fondamentalement, quand on prend le cas du Togo, ce sont les problèmes politiques qui amènent les corps habillés à déchaîner, à tuer leurs concitoyens.
Et là, c'est un autre débat. Je pense que là, vous allez... Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc, ça va être très compliqué. Oui, je fais une comparaison, c'est un autre débat. Maintenant, pour ce qui concerne ce qui se passe dans la société, je pense que la France est en avance. Et puis, il y avoir des brebis galeuses qui posent des actes. Il peut y avoir également des racistes qui sont là et qui posent des actes qui ne respectent pas les fondamentaux. Ok, nous allons aborder donc notre deuxième sujet. Parlons du Sénégal à présent. Pourquoi Macky Sall a-t-il créé la surprise? Ce sera notre principale question. Le président sénégalais Macky Sall a créé la surprise lundi soir lors d'un discours très attendu après la Tabaski, en annonçant qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle du 25 février 2024, même si la Constitution le lui permet. Il est donc resté dans sa logique donnée en 2019. Il ne sera pas candidat. Alors pourquoi a-t-il attendu autant? Parce qu'il était attendu, c'est la question, depuis plusieurs mois. La question qui a finalement occasionné avec les condamnations entre-temps d'Ousmane Sonko, des émeutes, des manifestations, avec plusieurs morts. Pourquoi Macky Sall a-t-il attendu autant pour créer cette surprise? C'est la question que je m'en vais vous poser à vous tous. Elle est à qui veut la prendre en premier? Pourquoi, selon vous, Macky Sall a créé la surprise? Je me prononce en premier, vous savez. La question que je me pose pour le moment, c'est que est-ce qu'il avait le choix? Et secondo, est-ce qu'il avait le choix Est-ce qu'il avait le choix de se prononcer plus tôt? Non, est-ce qu'il avait le choix de ne pas briguer Ok, d'accord. Oui. Et secondo, est-ce qu'il allait renoncer à son troisième mandat s'il n'y avait pas eu toute cette pression populaire? Moi, ce sont des questions que je me pose. Et aujourd'hui, quand vous voyez la situation, et selon son discours, il a dit qu'il ne voulait pas répondre aux injonctions, ou bien il ne voulait pas se prononcer à cause des injonctions, mais qui lui faisait ces injonctions-là? C'était la population. C'est la même population qui l'avait porté à la tête du pays. Donc si tu ne peux pas, recevoir d'ordre de la population qui t'a élu, alors là, tu es devenu un paria. Moi, je ne peux pas applaudir ce qu'il a fait, parce qu'il avait déjà fait un deuxième mandat. Il a fait 2 mandats ou pas. Donc, ce n'est pas un exploit de dire que je ne vais pas briguer un troisième mandat. Ne normalisons pas ce qui est anormal en Afrique. Quand tu fais un second mandat, quand tu fais 2 mandats, c'est fini. Il n'y a pas à dire non, je suis rentré dans une autre république, donc du coup, je remets le compteur à zéro. Il n'y a pas ça. Ce sont des incongruités que nous faisons en Afrique. Je dis toujours qu'une constitution, nous sommes des juristes, il faut dire la chose telle qu'elle, une constitution a pour rôle de faire évoluer une société, pas le faire régresser. Quand tu fais une constitution dont ton seul objectif est d'enrayer le mandat politique et le mandat présidentiel pour pouvoir se représenter, ben, tu fais régresser le pays. Et tu vas voir que dans la plupart de ces constitutions-là qui ont été révisées, les dispositions concernant la vie sociale et même les activités économiques ne sont jamais touchées. C'est toujours les mandats législatifs et tout ça, les mandats électifs qui sont touchés. Donc, pour moi, ce n'est pas un exploit que Macky Sall a fait en disant que non, je ne me présente pas pour un troisième mandat. Les gens applaudissent, mais je dis, ben, c'est de l'incongruité. Nous faisons des bêtises en Afrique que nous applaudissons. Moi, je ne peux pas soutenir Macky dans cette histoire-là. Il s'est mis dans une posture de tout faire pour empêcher Ousmane Sonko de se présenter aux prochaines élections. Et maintenant, il vient dire, non, moi, je ne me présente pas comme si le Sénégal lui appartenait. Le Sénégal n'est pas son pays, le Sénégal n'est pas sa propriété. Le Sénégal ne l'appartient pas. Donc, c'est aux populations de décider. Les 50 personnes qui sont décédées là, on va le mettre sur la tête de qui? Qui en a la responsabilité? Parce que si le pays va bien, c'est lui, on va dire. Quand il a fait le métro et tout ça, on l'a applaudi. Mais s'il y a du mal, on va accuser qui? On va dire que la responsabilité est partagée. C'est faux et archi-faux. Parce que lui, il a la contrainte de la force pour pouvoir protéger la population. Mais il ne l'a pas fait. Et ces gens-là, les 50 jeunes-là sont décédés comme ça. Les familles sont laissées pour compte. 50 comment? Parce qu'il y a eu une cinquantaine qui sont décédés. Bon, selon les décomptes de chacun. 50 selon. Okay, mais il y a eu des morts. Ouais. Il y a eu des morts. Ces morts-là, c'est sous le compte de qui? Il a laissé mourir ces gens-là à cause de son ego, parce que lui ne veut pas se prononcer sur des injonctions de la population qui est dans la rue. C'est un égoïste. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Pour vous, Macky Sall est un égoïste. Pour vous, donc ma question, pourquoi a-t-il créé la surprise? Pour vous, il n'y a même pas de surprise. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il n'y a pas de surprise. Samir, non, moi je voudrais dire un certain nombre d'éléments. Vous savez,
il n'y a rien qui obligeait Macky Sall juridiquement, il n'y a rien qui l'obligeait à se prononcer par rapport à il sera candidat ou pas. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes sur un terrain politique. Nous sommes sur un champ politique. Donc, quand vous êtes politique, même quelles que soient les pressions que vous recevez, si vous cédez, vous vous affaiblissez politiquement. Il ne faut pas que les gens oublient. C'est pour ne pas s'affaiblir politiquement. Attendez, quand vous parliez, je vous ai laissé parler. Politiquement, que Macky Sall ne s'est vous pas vous affaiblissez parce que tout le monde disait, les acteurs politiques disaient, il faut qu'ils disent qu'il ne sera pas candidat. Les organisations de la société civile disaient, il faut qu'ils disent qu'il ne sera pas candidat. Vous pensez que s'il le disait, mais exactement, il est mort. Mais pourquoi il a dit aujourd'hui? Il est mort parce qu'il est toujours resté dans sa logique comme en 2019. Il a dit, je ne serai pas candidat. Lui-même, il a choisi le moment adéquat pour le dire, sans avoir une certaine injection, sans avoir une certaine pression sur lui. Il a choisi le moment qu'il jugeait opportun de dire qu'il ne sera pas candidat. De deux, quand il dit que ça ne doit pas être quelque chose de salué, de normal, que en Afrique, lorsqu'on dit que si vous avez fait 2 mandats, c'est fini. Mais nous avons en Afrique des institutions qui fonctionnent. Ou bien, nous avons une cour constitutionnelle ou un conseil constitutionnel au Sénégal. Lorsqu'il s'était agi de ces débats autour de ce 3e mandat, avec tout ce que vous avez reçu, il appartenait au conseil constitutionnel de sortir et de faire un avis, de rendre un avis pour dire, en réalité, sur la base de tel élément, lorsque vous êtes dans une telle situation, vous ne pouvez plus briguer un mandat. Et que le débat était clos. Est-ce que vous avez entendu le conseil constitutionnel? La candidature pour non. Que le conseil constitutionnel pourquoi vous voulez que le dialogue national s'était prononcé sur la question? On dit qu'on allait laisser le choix, ou bien on allait laisser plutôt la parole au conseil constitutionnel de se prononcer. Exactement. Il était constitutionnel possible pour lui de pour le président de ces. Donc il appartenait au conseil constitutionnel de dire, en réalité, tous les débats que vous êtes en train de faire, mais selon la loi fondamentale, mais le président qui fait tel... Et puis on détaille la situation dans laquelle se trouve Macky Sall pour dire, en réalité, il ne sera pas candidat. Mais vous n'avez pas vu ça. Pourquoi vous voulez que tout ce qui s'est passé soit mis sur la tête de Macky Sall? Parce que c'est lui le président. Mais c'est lui le président, il n'incarne pas tout. Attendez que je finisse. Quand vous avez pris la parole, je me suis tué. Quand vous êtes dans un pays comme ça, il y a des pouvoirs qui régissent le fonctionnement de la société. Et c'est l'erreur qu'il fait. C'est l'erreur que nous faisons en Afrique. Nous pensons que le président, c'est celui qui peut tout faire. En réalité, c'est faux. Les pouvoirs sont partagés. Lui, il incarne le pouvoir exécutif. Donc, il exécute toutes les actions gouvernementales. Okay. Donc, maintenant, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame pour dire que lorsqu'on est président, on doit tout faire, on est comme un père de famille. Non, il y a des pouvoirs et tout ça là qui fonctionne. En réalité, rien ne lui obligeait de se prononcer. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'il dit par exemple qu'il y a eu... Bon, de trois, si vous le voulez. Lorsqu'il dit qu'il y a eu des morts, c'est dans quel cadre qu'il y a eu des manifestations? Est-ce que c'est dans un cadre politique qu'il y a eu des manifestations? Non. Les gens disaient que le procès qui était intenté contre un leader de l'opposition, à qui il se retrouvait dans sa vision, ils disent que le procès là est politisé. C'est tout. C'est ce qui a entraîné les morts. Et dans ce qui a causé la mort de ces pauvres jeunes Sénégalais, que je déplore, que j'ai toujours déploré, c'est que vous avez des gens qui ont ce sens-là de manipulation de la jeunesse, notamment Ousmane Sonko, qui a su mettre des artifices nécessaires pour transformer un procès de droit commun en un procès politique. Donc il a su mettre ça dans la tête des jeunes et il les a conduits dans la rue. Pendant ce temps, lui, il était où? Est-ce qu'il était dans la rue? Il n'était pas dans la rue. Et les jeunes sont morts comme ça. Leur avenir est bafoué. Lui, il prétend être président de la République. Et il donne cet exemple-là. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on mette tout à la tête d'un président parce qu'à un moment donné, il ne sait pas lever pour dire qu'il ne sera pas troisième candidat. Il ne sera pas. Qu'est-ce qu'il oblige juridiquement? Qu'est-ce qu'il oblige de façon pratique? Les règles de la société qui régissent la société sénégalaise. Qu'est-ce qu'il oblige? Rien ne lui obligeait. Pourquoi vous voulez mettre ça sur sa tête? Rien ne l'obligeait politiquement, constitutionnellement ou juridiquement. Rien n'obligeait effectivement Macky Sall à se prononcer plus tôt ou plus tard. Mais les élections, c'est en février 2024. Pourquoi alors a-t-il créé la surprise? Pourquoi aurait-il attendu selon vous? Votre analyse sur c'est parce que c'est un homme politique.
C'est un homme politique. Et la politique, pour la faire, il faut être malin, il faut être vigilant. Il faut lire les événements. Parce que si vous ne faites pas attention, vous cédez sous la pression. Et que, parce qu'un groupuscule de personnes que vous pensez qu'il symbolise la société sénégalaise se lève pour dire, mais il doit sortir pour dire qu'il ne sera pas candidat. Vous pensez qu'il doit céder et dire qu'il ne sera pas candidat. Mais vous vous trompez. Là, vous n'avez pas encore compris le jeu politique. Est-ce que cela ne veut pas aussi dire que quelque part, il a voulu se maintenir, mais face à la pression? Non, Guillaume, la politique, c'est comme ça. La politique, en politique, on ne dit pas la vérité. C'est ce que je dis. En politique, on ne dit pas la vérité. C'est ce que je dis. Même en France, les pays que vous prenez comme des exemples. Il n'y a pas de président qui a modifié la Constitution pour se maintenir. Pourquoi? Il n'y en a pas. Donnez-moi un exemple au Sénégal qui a modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Le gars, il a animé d'un sens c'est-à-dire qu'il est animé d'un sens de bonne volonté. C'est quelqu'un qui est de bonne foi. Il a voulu même appliquer la modification constitutionnelle à son mandat en cours et on l'a recadré. Oui, donc, si quelqu'un n'avait pas cette volonté, il ne va pas le faire. C'est les gens qui ont voulu entacher de saleté, de mensonges au nom de Macky Sall. Malheureusement, les Sénégalais... C'est l'entourage qui n'est pas bon. Alors que le principal fautif est là. Les Sénégalais ont reconnu. Les Sénégalais ont reconnu. Vous avez vu sur la toile. Merci, Président. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégal. Partout. Tout le monde, les leaders politiques, les leaders politiques les plus charismatiques, vous avez vu, les leaders des organisations de la société civile, ils ont salué ce sens élevé de ce grand homme d'État qui a su à un moment donné dire qu'en réalité, je vous avais fait une promesse en 2019, eh bien je tiens toujours ma promesse, je ne briguerai pas un troisième mandat et je laisse la chance à d'autres personnalités de pouvoir gérer les affaires publiques au Sénégal. Qu'adviendra-t-il de ceux qui se présenteront en tout cas à cette élection? On en parlera tout à l'heure, mais vous, Justin Anani, que dites-vous de ce temps mis pour se prononcer sur la question? On l'attendait depuis, il a mis plusieurs mois, plus d'un an même, pour se prononcer sur la question, pour dire finalement qu'il ne va pas se présenter comme il a dit en 2019. Je crois que c'est le président Macky Sall même qui a créé cette situation. Pour la simple raison que quand vous visitez l'histoire même du Sénégal, ce pays-là qui a toujours montré les bons exemples en matière de démocratie, progressivement se glisse vers ces pays-là qui font la honte du continent. Ces chefs d'État-là qui s'éternisent, qui ne veulent pas céder. Et c'est là où le débat est lancé. Puisque en réalité, comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, on n'a pas besoin du discours de Macky Sall pour clarifier sa position. Les textes fondamentaux sont là, il suffit de les appliquer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et le débat est animé et que finalement on attendait Macky Sall? Parce que sur le continent, comme je venais de le dire, notamment au niveau de la sous-région ouest-africaine ici, le virus du troisième mandat est en train de toucher certains chefs d'État. Il va falloir avoir la hauteur, la suprématie pour se démarquer. C'est en ça le débat. Je ne vois pas la démarche de Macky Sall comme une surprise, mais je me dis que s'il y a quelque chose à saluer, c'est que Macky Sall a évité le bain de sang, la violence pour son pays. Peut-être sur cet angle-là, on pouvait dire, ok, ce monsieur-là, on peut le remercier. Du moins, si quelque chose peut lui rester en termes de conscience, il a aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, on peut lui dire, au-dessus de sa personne. Voilà, on peut lui dire, ok, merci que tu as pris la hauteur, comme l'ancien président du Niger a eu à le faire, tout comme Johnny qui a salué d'ailleurs. Rollis aussi, en son temps aussi, a eu à le faire. Des chefs d'État comme ça, c'est rare en Afrique. Mais attention, moi j'attends, puisque en 2020, en mars 2020, si j'ai bonne mémoire, je crois le 5, Ouattara s'est prononcé qu'il allait se retirer de la vie politique. Voilà, il a eu 2 fins. Quelques temps après, Gon Coulibaly est décédé, il est revenu à la scène pour dire... Ce ne sont pas les mêmes contextes aujourd'hui. Attention, moi j'attends. Je sais, voilà, les paroles de militaires sont revenus. Très bien. Donc, j'attends de voir. Et je poursuis mes analyses dans ce sens qu'ailleurs, certains chefs d'État ont marché sur des cadavres et ils sont là aujourd'hui, là où ils sont.
avec le soutien de l'armée. Ça, il ne faut pas non plus l'occulter. Donc, quand on analyse... Ce n'est pas le cas au Sénégal. Oui, c'est là où je dis, c'est dans ce sens-là qu'on peut applaudir Macky Sall. Okay. Mais Macky Sall, ou le Sénégal n'est pas le Togo, le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal n'est pas la Guinée. L'autre analyse, c'est parce que progressivement, Macky Sall, avec sa suprématie, domine ou dominait l'appareil judiciaire. Et cet appareil est utilisé à des fins politiques. Vous pensez aussi que le procès de Sonko était un procès politique? Ah oui, parce que quand vous suivez le déroulé et la décision, le verdict qui est tombé, attention, on ne peut pas vous poursuivre pour un fait et on se détourne pratiquement ces 12 arguments. Oui. Non, ce que vous oubliez, c'est qu'au tout début, il y avait cette infraction qui a été soulevée par le procureur de la République. Je vais finir. Moi, j'analyse une situation. Oui. Je ne suis ni pour Sonko, ni pour Macky Sall, ni pour Mme Touré. Et Mme Touré et les siens qui étaient les alliés, qui soutenaient Macky Sall, à un moment donné, ils se sont rétractés, ils se sont retirés. Et ils soupçonnaient Macky Sall de briguer. Et c'est parce que voilà, ce débat-là a été posé. Ouais. Et n'oublions pas que la constitution, qu'on appelle sénégalaise, a été modifiée en 2016. Qui l'a fait? C'est Macky Sall qui l'a fait. Oui. Dans quel but? Pour remettre le compteur à zéro. Donc, je vais pour vous dire que Macky Sall... On pourrait dire qu'il ne voulait pas le faire parce qu'à l'époque, je vous rappelle un fait, parce qu'à l'époque, il avait voulu qu'en 2017, qu'on organise des élections parce qu'il aurait mis fin à son premier mandat. Le Conseil constitutionnel lui a dit non. Tout ça, c'est politique. C'était politique. Non, ça, c'est politique. C'est politique. Je vous dis que si Macky Sall a fait marche arrière aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peuple sénégalais qui est debout. Avec ce qui s'est passé en début du mois de juin, n'oublions pas que l'an dernier, ça s'est également passé en 2021. Oui, mars 2021. Voilà, ça a commencé comme ça progressivement et ça évolue. C'est parce que les religieux ont pris sur eux la responsabilité. Et selon également les informations que nous avons. Un poids aussi au Sénégal. Sénégal. Au Sénégal, du courant également de la grande muette, les gens n'étaient pas d'accord avec Macky Sall vis-à-vis de sa politique. Donc, il conduisait progressivement le pays vers l'abîme. Les gens n'étaient pas d'accord. S'il comptait sur certaines personnalités ou certains corps habillés et faire le passage en force pour le troisième mandat, la suite serait tellement catastrophique pour le Sénégal. Donc, je pense qu'à un moment donné, comme je l'avais dit, s'il y a quelque chose qui reste encore à Macky Sall au-delà de son jeu de bisbille, donc c'est la conscience. Donc, il s'est rappelé qu'il avait promis au peuple sénégalais qu'il n'allait pas briser une troisième candidature. Et d'où la conséquence aujourd'hui. Il y a plus d'autres personnalités plus importantes au Sénégal, plus que moi. Oui. Ma personne ne compte pas. Donc, en dehors de moi, donc, il peut y avoir encore d'autres personnes pour enclencher l'émergence pour le développement du Sénégal. Donc, je conclue en disant que ces chefs d'État-là doivent quand même tirer le leçon. En dehors de tout, après le pouvoir, il y a eu une autre vie. Merci beaucoup, Justin Anani. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de ces débats.